Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, des débats et des rubriques que vous connaissez bien maintenant, bien dans son job. D'abord, bien sûr, demander l'avis des jeunes dans l'entreprise, eh bien ça peut servir. Avez-vous déjà entendu parler du Shadow Comex ou Comex de l'ombre en français, comme un miroir du comité exécutif, à la différence près qu'il n'est formé exclusivement que de jeunes. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel mais peuvent éclairer les dirigeants et porter un regard critique sur la stratégie de l'entreprise. Une agence de communication qui a tenté l'expérience sera avec nous. Smart et Réglo, c'est votre instant juridique évidemment dans Smart Job. Aujourd'hui, focus sur le rendez-vous de liaison, une rencontre qui permet de maintenir le lien avec son employeur lorsque son arrêt de travail est de longue durée. Qu'a-t-on le droit de se dire lors de cet entretien? Réponse tout à l'heure avec une avocate spécialiste en droit social. Le cercle RH aujourd'hui, l'importance de bien soigner l'expérience candidat. Dans un secteur en tension, il serait dommage de laisser filer les talents parce que l'entretien d'embauche n'était pas à la hauteur. Avec 3 spécialistes du recrutement, nous revenons sur les nouvelles tendances du processus de recrutement, jeux vidéo, jeux de rôle. Tout est bon pour séduire les potentiels futurs salariés. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, encaisser le coût de la hausse des coûts, c'est le défi quotidien des artisans ces dernières semaines. Le premier employeur de France est particulièrement touché par la hausse des prix de l'électricité. Le secrétaire général de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France nous partage ses solutions pour les accompagner et éviter les licenciements. Je crois que j'ai tout dit. Smart Job, c'est parti. Donnons du pouvoir aux jeunes, ce n'est pas ma revendication, de plus en plus d'entreprises le font, ça s'appelle le Shadow Comex, des comités exécutifs de l'ombre formés quasiment exclusivement de jeunes, avec un monde du travail qui évolue très vite et l'arrivée des millennials et de leurs nouvelles aspirations. L'avis de ce nouveau comité peut peut-être s'avérer utile. On en parle aujourd'hui avec Céline Angelini, fondatrice de l'agence de communication Marie-Antoinette, qui a mis en place au sein de sa société un Shadow Comex. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner Céline aujourd'hui dans Smart Job. Quelle est votre définition du Shadow Comex? Est-ce que je l'ai bien expliqué? Oui, vous l'avez bien expliqué. Le Shadow Comex, c'est donner l'opportunité à nos collaborateurs de pouvoir participer aux décisions stratégiques de l'entreprise. Aux jeunes collaborateurs? Oui, aux jeunes collaborateurs. Notre mission, c'est d'avoir des collaborateurs impliqués sur la base du volontariat. On en a 9 aujourd'hui au sein du Shadow Comex qui ont 30 ans et moins de 30 ans. Et la moitié a moins de 26 ans. Donc, ce qui est très intéressant parce que on est quand même sur cette nouvelle génération, vous en parliez tout à l'heure, et ça va nous aider aussi à mieux comprendre leurs attentes et leurs aspirations. Pour quelles raisons, vous avez décidé de le mettre en place chez Marie-Antoinette? Alors, il faut savoir que le Shadow Comex, c'est dans la continuité de la politique RSE de l'agence. Le programme Révolution Responsable qu'on a lancé en 2017, qui est vraiment basé sur l'humain, mais pas que, qui fait part au management de la confiance, la bienveillance et le pouvoir d'agir, qui est au cœur de notre raison d'être. Et on a décidé de mettre en place ce Shadow Comex avec mon associé et avec la responsable RSE pour justement élargir notre gouvernance et faire en sorte que ces collaborateurs soient acteurs du changement. Parce que l'entreprise évolue, on l'a fait évoluer, on a besoin de se challenger, et l'idée d'avoir une vision différente, des idées différentes, leur point de vue, c'est très important. En quoi il est le miroir, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, du comité exécutif, le vrai Comex, voilà, est-ce qu'il se réunit à la même fréquence? Comment les deux se répondent-ils? Alors, nous, on fait 4 CODIR dans l'année. Et une semaine après environ, l'idée c'est de lancer le Shadow Comex. Donc on envoie un ordre du jour sur les 2-3 points clés stratégiques. Et l'idée c'est d'échanger, c'est un débat, c'est une co-construction, de se dire si vous étiez à notre place, que feriez-vous ? Comment, pour rester sur cette question-là du miroir avec le comité exécutif, comment il est encadré, ce Shadow Comex? Quels sont les droits, les devoirs de ceux qui le composent? Voilà, quel est son rôle exactement au sein de l'entreprise? Alors, le rôle, c'est vraiment, encore une fois,
de nous challenger. Parce que on a eu très souvent tendance à prendre des décisions. On a un codir, on a des partenaires, des managers, et donc il y a tout un tas de décisions qui sont prises pendant ces réunions. Et j'ai 2-3 exemples que je vous citerai tout à l'heure. On s'est rendu compte que si on avait interrogé les collaborateurs, ça aurait été peut-être plus simple. On aurait moins fait grincer les dents. Donc en fait, lors de ces Shadow Comex, c'est vraiment ouvert. Tout le monde peut dire tout ce qu'il souhaite. Il n'y a pas de censure, c'est important. On est dans la co-construction. Et justement... Pas de limite à la critique? Non. Puisque c'est ça, quand vous parlez d'être challengé aujourd'hui, ces jeunes collaborateurs, ils peuvent tout vous dire. Ils peuvent tout nous dire. Je pense que c'est important. Encore une fois, je vous parlais de ce programme RSE, on parle du management de la confiance. Mais l'idée, c'est d'éviter un peu toutes les erreurs managériales. Aujourd'hui, le fait qu'ils puissent aller jusqu'à la critique, c'est très important parce qu'il faut savoir se remettre en question. Moi, j'ai monté mon agence, ça fait 13 ans. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses super bien. Et en fait, on se rend compte que l'entreprise, de toute façon, ne fonctionne qu'avec ses collaborateurs. Et il faut être ouvert à ça. Il faut être ouvert au challenge, il faut être ouvert à la critique parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Alors, donnez-nous des exemples, puisque c'est ce que vous vouliez faire. Est-ce qu'on est sur un aspect managérial, quand vous dites que vous avez fait des erreurs, ou est-ce qu'on est sur l'opérationnel, sur la stratégie de l'entreprise? Sur quoi il vous challenge? Alors, des exemples concrets, puisque vous l'avez mis en place, on ne l'a pas précisé, il y a 6 mois. Oui, en juin dernier. Le premier Shadow Comex a eu lieu en juin de l'année dernière, donc il y en a eu 2 depuis. Le dernier a eu lieu au mois de novembre. Et alors là, c'était très intéressant parce qu'on était un peu sur des problématiques financières. Le premier sujet qu'on a abordé, c'est l'intéressement. L'intéressement, c'est une initiative qui est mise en place depuis une dizaine d'années au sein de l'agence. Et là, on leur a dit, écoutez, voilà, projetez-vous. Il se peut que l'intéressement ne soit pas déclenché sur l'année 2022. Que feriez-vous? Qu'est-ce que vous mettriez en place pour pouvoir récompenser les collaborateurs sur cette année qui vient de s'écouler, qui a quand même été une bonne année? Mais les critères de l'intéressement sont tellement encadrés et stricts que quelquefois c'est compliqué de le déclencher. Donc voilà, on les a challengés là-dessus, on les a ouverts, parce que finalement, on s'est dit pourquoi la décision nous reviendra à nous? Parce qu'il s'agit aussi de questions d'argent. Et donc là, dans les discussions, plusieurs initiatives sont sorties. Certains nous ont dit ça serait quand même bien de faire un grand moment convivial, d'avoir un grand séminaire sur lequel on reviendrait sur les points forts 2022 et puis surtout de parler 2023. D'autres nous ont dit, on aimerait bien avoir une prime de Noël qui soit déclenchée là rapidement pour le pouvoir d'achat. Et donc de toutes ces discussions est sortie une option qu'on a retenue qui serait, si l'intéressement est déclenché, on pourrait mettre en place une prime de partage de la valeur qui soit distribuée de manière juste et équitable, parce que là aussi, comment est-ce qu'on distribue la prime? Par ancienneté, par âge. Donc l'ambition, c'est bel et bien de les écouter, de mettre en place les solutions qui sont proposées. Oui, complètement. Il y a un autre sujet aussi, il y a la grille des salaires. Alors nous, on a mis en place une grille des salaires en février l'année dernière. On a présenté au sein de l'agence. Donc là, ces 2 sujets, on est plutôt sur des sujets internes à l'entreprise. Oui, on est sur des sujets sur l'intéressement des salariés. Oui, exactement. Mais ou sur la question des salaires. Hyper majeures. La question de l'argent, c'est un moteur. Donc la grille des salaires aussi, c'est comment on pourrait challenger cette grille des salaires V1 qui a été présentée en février. Et effectivement, on a eu beaucoup de suggestions sur le fait que cette V1 avait ses limites, ce qui est normal, elle est perfectible. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut accéder à la requête, comment on peut évoluer non pas de manière verticale, en montant des échelons, mais plutôt de manière transversale et horizontale, en valorisant les expertises et en valorisant plus les métiers. Est-ce que vous avez vu des leaders parmi ces 9 membres qui composent aujourd'hui votre Shadow Comex? Est-ce que vous avez vu des leaders émerger? Oui, on en voit, c'est aussi tout l'intérêt. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous parlais du pouvoir d'agir tout à l'heure, j'ai 5-6 collaborateurs qui ont fait leur place au sein de l'agence, un peu dans cette optique d'intrapreneuriat, qui ont vraiment créé leur poste. Et aujourd'hui, on voit émerger, de par le savoir-faire, le savoir-être surtout de certains, on sent qu'il y a du potentiel derrière. On parle d'effet de mode, juste pour un peu mettre un bémol, on parle beaucoup d'effets de mode aujourd'hui quand on parle du Shadow Comex. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Non, c'est pas un effet de mode, parce que en fait, c'est de l'implication. On prépare ces Shadow Comex, c'est important, on voit les bénéfices, et c'est surtout, encore une fois, ce moment d'échange et de partage avec les collaborateurs. Parce qu'on n'en a pas tant que ça au sein de l'entreprise. On fait des petits déj, on fait des pots, on fait des séminaires, mais des échanges où on est vraiment... on ouvre un peu les chakras, on se dit les choses. Il n'y a pas beaucoup de moments. Donc on veut garder ces moments privilégiés pour justement nous bousculer. Parce que
c'est ça aussi l'intérêt. Donc si on vous entend bien, ce Shadow Comex a pour ambition de se pérenniser. De se pérenniser, oui, et le prochain sujet du Shadow Comex qui aura lieu sur le mois de mars-avril, on vient de passer société à mission, donc là c'est tout l'enjeu et c'est de définir justement les grands axes. On parlait de stratégie justement, mais là ça sera l'ordre du jour. Plus que le financier, on sera sur le stratégique. Merci beaucoup Céline Angelini d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Job, de nous avoir parlé du Shadow Comex. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de l'agence de communication Marie-Antoinette. Merci de nous avoir accompagnés. Tout de suite, comme promis, c'est l'instant juridique dans Smart Job. Dans Smart et Réglo, aujourd'hui, le rendez-vous de liaison. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous avez connu un arrêt de travail de longue durée. C'est cette rencontre entre vous et votre employeur, un tête-à-tête qui vise à maintenir le lien entre le salarié arrêté et l'organisation. Est-il obligatoire? Quel est l'intérêt d'un tel rendez-vous? On va répondre à toutes vos questions aujourd'hui avec Amélie Angèle Dinger, spécialiste en droit social. Bonjour Amélie. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. On va répondre à ma première question. Déjà, est-ce que ce rendez-vous il est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. Non. Ce rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous facultatif qui peut être demandé soit par l'employeur, soit par le salarié, lorsque le salarié est en arrêt de travail de plus de 30 jours. Et ce rendez-vous de liaison, l'objectif principal, c'est de pouvoir présenter aux salariés les actions de prévention, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une vraie difficulté pour le salarié, c'est la désinsertion professionnelle. Et si on arrive au bout de 3-4 mois d'arrêt de travail, on peut se retrouver en difficulté. En tout cas, l'entreprise peut se retrouver et il n'y a pas de dispositif qui est présenté aux salariés. C'est un dispositif tout nouveau, d'ailleurs. Tout à fait. Ça a été créé par la loi du 2 août 2021. Et on a eu un décret d'application en mars 2022 qui est venu créer l'article dans le Code du travail qui prévoit ce rendez-vous de liaison. Donc, c'est-à-dire qu'avant ça, un salarié pouvait partir en arrêt de travail pendant, vous le disiez, des fois 3-4 mois, sans avoir même une seule discussion avec son employeur? C'était possible. Alors, c'est vrai que... C'était rarement le cas? Alors si, c'était pas forcément rarement le cas, on avait d'autres dispositifs. Alors on le rappelle, par exemple, le rendez-vous de liaison permet aussi de dire aux salariés, voilà, vous avez le droit à une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Lorsque le salarié arrivait à la fin de son arrêt, la plupart du temps, le DRH, l'employeur, recevait le salarié avant sa reprise pour discuter de l'aménagement de poste, l'aménagement du temps de travail, qui souvent répondait avec un avis du médecin du travail pour l'aménagement. Mais là, on a vraiment un rendez-vous qui peut être une fois pendant l'arrêt de travail, mais encore plusieurs fois si c'est nécessaire pour vraiment encadrer et éviter finalement une désertion professionnelle in fine à la fin. Mais alors de quoi on parle dans ce rendez-vous? On comprend un peu que vous venez de le dire, on ne parle pas de stratégie de l'entreprise, on n'est pas en train de dire à son salarié voilà les dossiers en cours, c'est cela, comme ça quand tu reviens dans un mois, c'est ça qui va se passer. On parle aménagement du travail. Exactement. En fait, ce qu'on va parler, il y a trois éléments qui sont importants et qui sont rappelés d'ailleurs dans le texte de loi. C'est à la fois lui présenter les actions de prévention contre la désinsertion professionnelle. Le deuxième, la possibilité de bénéficier d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail et les actions qui pourraient être mises en place pour aménager soit son temps de travail, soit son poste si c'est nécessaire. Et il faut savoir que ce rendez-vous de liaison, l'employeur a l'obligation d'informer les services de prévention et de santé au travail pour permettre également d'avoir... Alors, ça ne remplace absolument pas une visite de pré-reprise ou de reprise auprès du médecin du travail, mais ça permet d'avoir le côté médical et le côté, finalement, amélioration du poste de travail. Qu'est-ce que, concrètement, l'employeur pourra mettre en place pour lui permettre de revenir dans de meilleures conditions et qu'on évite, finalement, de se retrouver à terme dans une situation en difficulté pour le salarié. Mais quelle est la limite ici? De quoi on n'a pas le droit de parler? Voilà, par exemple, dans cet entretien, puisque voilà, la frontière entre aménagement du travail sans empiéter sur une discussion sur la pathologie du salarié, voilà, est-ce qu'il y a des choses que le manager n'a absolument pas le droit de dire dans cet entretien, de la même manière que le salarié n'aurait pas le droit de dire quelque chose aussi? Alors, on est sur un rendez-vous qui n'est pas ni un entretien professionnel. On est quand même, il faut le rappeler, dans une situation où le salarié voit son contrat suspendu. Donc c'est un arrêt de travail, qu'il soit qu'il soit professionnel ou pas d'ailleurs. On est sur vraiment une volonté finalement d'accompagner le salarié et de lui dire voilà. Ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, mais en aucun cas, l'objectif de cet entretien est de dire, voilà vos objectifs pour le mois prochain. Évidemment que cet entretien, ce rendez-vous de liaison
est là pour finalement permettre que ce soit l'employeur de respecter son obligation de santé et de sécurité de ses salariés, et puis pour le salarié qui aujourd'hui, avant cette loi-là, se trouvait démuni face à cette situation-là, parce que l'employeur ne pouvait pas appeler le salarié, en tout cas il pouvait risquer de se voir retourner finalement cette faculté d'appeler le salarié. Là, c'est encadré juridiquement. C'est-à-dire que le salarié peut tout à fait refuser. Oui. Et il n'y aura pas de conséquences, mais s'il accepte, eh ben, ça lui permet de ne pas se sentir seul vis-à-vis de cette situation. Je parlais tout à l'heure d'un tête-à-tête entre le manager et le salarié. Est-ce que d'autres parties peuvent faire partie justement de ce rendez-vous liaison, de cet entretien? Tout à fait. Alors, la loi du 2 août 2021 a aussi créé au sein des services de prévention et de santé au travail une cellule pluridisciplinaire qui est dédiée à la désinsertion professionnelle. Donc le médecin, en tout cas une des personnes du service de prévention et de santé, doit être informé par l'employeur 8 jours avant la tenue de cet entretien-là. Donc il peut tout à fait venir présenter finalement les actions de prévention via des flyers, via des documents pour aider le salarié à comprendre. Et puis à côté de ça, dans les entreprises de plus de 250 salariés, il faut savoir qu'il y a l'obligation de nommer un référent handicap, et le salarié a la possibilité de solliciter que le référent handicap l'accompagne. À côté de ça, il peut se faire assister, le salarié. Par ce référent handicap, c'est prévu finalement par les dispositions légales. En revanche, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le salarié peut dire demain, est-ce que je peux être accompagné par un syndicat, est-ce que je peux être accompagné par un salarié de l'entreprise? Et la question n'est pas réglée par les dispositions légales. Et c'est là où c'est l'employeur et le salarié, via une discussion, qui pourront finalement se mettre d'accord si oui ou non il peut être accompagné. Mais ce n'est pas une obligation légale. Juste dernière petite question avant de conclure. Pour qui il a été pensé ce rendez-vous? Il a été pensé pour le salarié, pas pour l'employeur? Les deux. Les deux? Les deux, parce que à la fois il y a une volonté d'améliorer la santé au travail pour les salariés, parce qu'il y a eu un constat de fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande désinsertion professionnelle, et l'objectif, c'est de les détecter en amont pour trouver des palliatifs et éviter cette problématique-là. Et puis d'un autre côté, j'ai envie de dire, ce rendez-vous de liaison permet aussi à l'employeur de respecter son obligation qui est déterminante, l'obligation de sécurité au travail. Et donc ça permet aussi de renforcer, parce que l'idée aussi, pour l'employeur, c'est de pouvoir, à la fin, rendre un compte rendu, et donc de démontrer qu'il a fait le nécessaire auprès de ce salarié-là. Merci Amélie Angèle Dinger d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir tout dit sur ce rendez-vous liaison. Je rappelle, vous êtes avocat spécialiste en droit social. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle RH. Vous connaissez l'expérience client, l'expérience collaborateur. Dans un instant, nous parlerons d'expérience candidat. Chouchoutez-les dès l'entretien d'embauche, c'est important. Il pourrait sinon vous glisser entre les doigts. À tout de suite. Le cercle RH aujourd'hui, un conseil de taille pour les recruteurs. Soignez l'expérience candidat lors de vos entretiens d'embauche. À retenir, si vous ne voulez pas voir filer les talents, c'est la dernière étude Cadre Emploi qui révèle qu'ils sont 7 sur 10 prêts à refuser une offre si l'expérience de recrutement est négative. Bonne nouvelle, des solutions existe, l'utilisation du jeu, par exemple, de la réalité virtuelle. Toutes ces nouvelles technologies peuvent vous aider à rendre l'expérience candidat vraiment originale. On en parle aujourd'hui avec 3 spécialistes RH qui les ont testés. Caroline Mignot nous accompagne, hôte du podcast Marketing Square et cofondatrice de l'application Refer, un outil de networking basé sur la recommandation. On vous connaît bien dans Smart Job. Caroline Mignot, merci de nous accompagner. Merci. Merci d'être là. Charles de Fréminville nous accompagne également, DRH de Lucas. Lucas, spécialiste des logiciels administratifs et RH, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job. Et Virginie Chevaillard nous accompagne également. Chevaillard. Oui. Chevaillard, oui. Directrice des opérations RH France de Devoteam. Devoteam, spécialiste du conseil en technologie et en management pour les entreprises. Bienvenue
également. Je le disais donc, 70% des candidats sont prêts aujourd'hui à refuser une offre en raison d'une expérience de recrutement négative. Charles de Frémerville, est-ce que vous constatez également de votre côté ce phénomène? Est-ce que ça vous étonne, ce chiffre? Alors, ce chiffre ne m'étonne pas, mais heureusement, chez Lucas, on n'a pas une telle statistique, puisqu'on a effectivement un processus qui permet de garantir une bonne expérience candidat, et à la fois pour le candidat, mais aussi pour le recruteur, parce que c'est important, ce processus-là, il va dans les deux sens. Bien sûr. Et effectivement, on essaye déjà dès les prémices, c'est-à-dire avant même que le candidate qu'il ait une bonne image de Lucas, que derrière la fiche de poste soit claire, qu'on ait aussi un processus rythmé, et puis aussi un point qui est essentiel, qu'on vérifie que la culturation puisse bien se passer, et donc qu'on soit très clair les uns les autres sur la culture que propose Lucas, et puis sur l'appétence du candidat à la rejoindre. Je vais évidemment tous vous poser la question des processus de recrutement que vous mettez en place au sein de vos sociétés. Caroline Mignot, avant c'était le candidat qui était sous pression, qui cherchait à faire bonne impression lors d'un entretien d'embauche. À quand remonte, selon vous, cette inversion du rapport de force? Est-ce qu'il est plus vrai aujourd'hui dans certains secteurs, certains métiers? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu un switch quand même. Oui, il y a eu un switch. Moi, je dirais que ça a vraiment commencé là, pendant le Covid, parce que la guerre des talents, et notamment dans la tech, elle s'est vraiment accentuée à ce moment-là. Effectivement, il y a des profils qui sont de plus en plus rares. C'est de plus en plus facile de monter sa boîte et de se mettre en statut indépendant. Donc ça, c'est une tendance qui est déjà prégnante aux États-Unis et qui arrive très très fort en France. Il y a également l'économie des créateurs qui a été accélérée par les réseaux sociaux. Maintenant, on peut vivre de sa passion, tout ça. Donc, il y a un peu une fuite des talents vers des positions plus indépendantes. Et donc, les marques doivent renforcer leur première impression. Et finalement, c'est vraiment comme de la séduction. On n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne première impression. Et maintenant, en fait, ça commence dès le processus de recrutement, ce jeu-là entre marque et candidat. 70% des candidats en France prêts à refuser une offre d'emploi en raison d'un recrutement ou d'une vision du recrutement négatif. Vous, ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Enfin, on est tous les trois du domaine de la tech. Aujourd'hui, sur notre secteur d'activité, on a en moyenne, dans notre monde de la tech, un candidat sur 5 qui ne va pas aller au bout du process, lié à cette expérience candidat, mais aussi ce dont parlait Caroline, c'est-à-dire on a une telle pénurie de ressources, ils sont sursollicités, donc il faut tout de suite les capter et les tenir jusqu'au bout. Quand je dis 1 sur 5, c'est des gens qui vont arrêter soit après l'entretien, soit même après la signature du contrat de travail et qui ne vont pas venir le jour J. Voilà. Est-ce que la question du salaire, on va rentrer, je le disais évidemment dans des exemples très concrets, mais en entretien d'embauche, est-ce que la question du salaire, du travail hybride, on en parle beaucoup aujourd'hui, moi je voudrais 3 jours en télétravail, 2 jours en présentiel, tout ça s'est passé au second plan, il faut séduire son potentiel futur salarié d'une autre manière, lui montrer qu'on a une culture d'entreprise, une stratégie intéressante, originale, Caroline Mignot? Oui, original, et puis il faut montrer qu'il y a de l'expérience en fait. Il faut montrer qu'en venant dans cette boîte, c'est une boîte pas comme les autres, donc c'est là le jeu en fait de se démarquer. Aujourd'hui, tout le monde a des tickets resto, tout le monde a des beaux salaires. Ce qui fait rêver, c'est vraiment de se sentir intégré, diversité, inclusion. C'est pas que des paroles en l'air. Les candidats, ils ont envie de sentir qu'il y a de l'international, qu'ils ont des possibilités de progression, qu'ils ont des possibilités aussi de pouvoir eux-mêmes s'internationaliser, aller dans d'autres bureaux, du mentorat. Donc en fait, ils veulent progresser plus vite, plus fort. Ce qui est génial aussi pour les recruteurs, parce qu'on a des candidats qui ont quand même la niaque. Charles de Frémerville, vous vouliez réagir sur ces facteurs Je suis tout à fait d'accord avec ces facteurs, internationalisation, progresser, etc. Et puis sur le salaire, nous, par exemple, un élément pour affirmer notre culture, c'est aussi la transparence des salaires qu'on fait chez Lucas. C'est-à-dire que non seulement on a des salaires qui sont attractifs, mais en plus, on joue le jeu de la transparence, qui parfois est un mot qu'on agite comme ça pour dire venez chez nous, on est transparent. Nous, ça se traduit notamment par la transparence des salaires, c'est-à-dire que tous les collaborateurs de Lucas peuvent voir les salaires de tous les collaborateurs de Lucas. Et puis il y a aussi d'autres éléments dans lesquels on incarne la transparence avec les KPI et les indicateurs de performance commerciale qu'on partage toutes les semaines. Donc on essaie d'incarner cette culture-là, et ça c'est visible dès l'expérience candidat pour qu'ils s'en rendent compte. Mais justement, expérience candidat, moi c'est une question, on met aujourd'hui le terme expérience un peu à toutes les sauces. Je ne sais pas si je peux vous poser cette question. Vous, quelle est votre définition de l'expérience candidat? C'est quoi faire vivre une expérience à un candidat? L'expérience candidat, elle commence très tôt, puisqu'elle commence même par la lecture de tout le contenu qu'on peut avoir sur Internet, dans ce qu'on appelle l'inbound recruiting, qui va être déjà un premier contact avec l'entreprise, et puis elle s'arrête à la phase de onboarding. Donc, c'est pas seulement le jour J quand j'arrive, mais effectivement, mes premiers mois dans l'entreprise vont être cruciaux. Il y a de plus en plus de porosité, en fait, entre l'expérience candidat et collaborateur, et c'est pour ça on souhaite soigner, mais de la même façon, les candidats que les collaborateurs.
Il faut être cohérent en effet avec la suite aussi. C'est pas juste le jour J, le jour de l'entretien d'embauche. On en parlera évidemment. Bon, pour rentrer dans le sujet, nouvelle technologie, je le disais, test de personnalité, exercice en situation. Voilà, des fois on endosse des rôles, on nous fait jouer des rôles. Voilà, quelles sont les applications sur lesquelles le processus de recrutement peut aujourd'hui s'appuyer? Caroline Mignot, qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Nous, déjà, chez Refer, l'application que je développe, on est parti du constat que recruter via son réseau, c'était un super bon moyen de dérisquer ce qu'on appelle le culture fit, c'est-à-dire l'adéquation entre la vision, les valeurs, la mission du candidat. Et donc, forcément, quelqu'un qui est déjà en interne et qui va coopter un nouveau candidat, on pense que c'est une super façon de renforcer l'engagement des collaborateurs et aussi de préqualifier les candidats qui arrivent, puisqu'il y a un filtre à l'entrée. Et ça va aussi soulager les RH, donc c'est une bonne nouvelle. Et il y a aussi des expériences qui sont assez sympas que je vous communique là, et je pense ça va être un bon rebond vers ce que vous proposez, Charles. C'est pour le coup des applications comme Uber qui vont organiser in-app, donc depuis leurs propres applications. Par exemple, Uber à Boston ou à Seattle, ils vont organiser des hackathons qu'on peut joindre directement depuis l'app. Donc ils vont utiliser leur propre communauté et la force de leur communauté, c'est-à-dire des candidats qui sont déjà potentiellement engagés, amoureux de la marque, et ils vont leur proposer du coup un test de préqualification de 6 minutes, un mini hackathon lié à l'application Uber. Il y a aussi McDonald's sur des jobs à plus fort volume qui va utiliser la vidéo pour justement dérisquer que le fait que les candidats aient un bon relationnel. Et donc, vous pouvez postuler directement depuis Snapchat sous un format de 10 secondes. LinkedIn, la plateforme LinkedIn qu'on connaît bien, est en train de mettre en place le vidéo recrutement aussi pour préqualifier les candidats, avoir cette première approche vidéo en quelques secondes. Charles de Fréminville. Ouais, super intéressant. Alors, je me dis, nous, Lucas, en fait, on crée des logiciels RH. Et donc, on a la chance d'avoir 6000 clients. Alors, après, je me dis, si on va faire directement de l'INAP sur nos 6000 clients, ce serait un peu aller sur leur plate-bande. Mais cette petite blague mise à part, oui, moi, je suis d'accord. Il y a tellement de moyens innovants pour le faire. Nous, ce qu'on aime bien, c'est la mise en situation. Tu parlais, Caroline, que je trouve vraiment intéressante, à travers un exercice qui, je pense, chez Lucas, est assez différenciant, qui est le grand oral, qui vient un peu conclure notre processus de recrutement. En quoi il consiste, ce grand oral? Ce grand oral, c'est à la fin, donc c'est la dernière étape pour s'assurer donc que le culture fit est effectivement bon. Un collaborateur candidat va faire une présentation sur un sujet de son choix, qui peut être un sujet professionnel ou peut-être un sujet plus personnel, devant une dizaine de collaborateurs de Lucas, pas forcément de sa future équipe. Donc si je suis commercial, ça peut être devant des commerciaux, mais aussi devant du marketing, même des développeurs, de la finance, des RH, sur un sujet de choix pour voir effectivement comment il parle avec passion d'un de ces éléments-là, pour voir comment il structure ses idées, pour voir comment il communique. Et ça permet aussi de tester l'appétence effectivement de ces candidats à la culture du dialogue qui est forte chez Lucas. Mais voilà, mais qu'est-ce que vous allez chercher justement dans ce grand oral? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un salarié qui serait venu pitcher une passion, par exemple? Et qu'est-ce que ça vous a dit sur la personnalité de ce candidat? Alors, en général, on essaie de garder une sorte de mystère, de voile de mystère autour des sujets de grand oral pour pas qu'effectivement les gens se disent mais alors qu'est-ce que c'est? Donc, on dit rien au candidat. D'accord. Mais quand même, on est entre nous. Donc, je vais vous en dire un. Moi, il y a par exemple une candidate qui m'a bluffé avec un sujet de grand oral sur comment Elon Musk s'était fait recaler d'une boîte de nuit à Berlin. Et je trouve que la candidate travaillait à Berlin, donc on a senti qu'elle était un peu fêtarde, mais qui était aussi intéressée par la tech, et donc elle abordait ces différents sujets de manière très pédagogique. On a une autre candidate qui a fait un truc extraordinaire. Elle a eu que des 5, parce qu'à la fin, tous les collaborateurs s'expriment sur la qualité du candidat en faisant une sorte d'interview vidéo sur ce que les gens de sa ville pensaient de sa ville. Et donc elle a fait une sorte de micro-trottoir comme ça avec un petit micro Lucas. Bref, on voit la créativité, on voit des personnalités qui émergent lors de ces échanges-là, et c'est vraiment super intéressant pour nous. Vous, chez Devoteam, vous faites appel aux jeux vidéo même plus précisément. Ça veut dire quoi? Vous faites jouer le candidat à un jeu? Effectivement, on fait appel à cet univers du gaming depuis 2016. On a mis en place le DevoGame pour les profils les plus juniors. Donc alors au début, on était sur une logique d'hackathon, un peu un escape game. Il fallait résoudre une énigme et on présélectionnait nos candidats de cette façon-là. Et puis en 2022, on a souhaité, ce que je vous disais tout à l'heure, créer la relation davantage avec nos collaborateurs. Donc on les a fait se rencontrer parce qu'on a un club de gaming avec plus de 400 personnes. Ils se sont confrontés dans une salle de jeu à nos étudiants et donc c'est comme ça qu'on découvre les soft skills des candidats, qu'on les présélectionne, y compris avec des jeux qui aussi ont cette utilité, qui permettent de sortir des rapports de manière très précise. On a par exemple un jeu dans une salle de cuisine. Donc les candidats arrivent, ils doivent réaliser des plats et donc là on va tout de suite voir qui prend du leadership, qui va être réactif, qui va bien travailler en équipe, etc. Excusez-moi de vous poser la question, ça marche plutôt sur les jeunes
ce test du jeu vidéo? Pas seulement. Vous savez que le monde, pourquoi on a choisi aussi l'univers de gaming, ça parle aux acteurs de la tech, et puis plus globalement, c'est l'univers des millennials. Oui. Donc on est quand même sur une tranche d'âge assez large qui a l'habitude de baigner dans cet univers, et c'est aussi une façon de les capter, de les rencontrer différemment, de créer un lien sur une passion commune, j'allais dire. Vous disiez que vous arriviez à en dégager des compétences, des soft skills, lesquelles par exemple? Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de faire passer nos valeurs de collaboration, d'ambition. On ne cherche pas seulement un travail aujourd'hui quand on est dans le monde de la tech, non, mais on cherche aussi cet environnement. Donc on cherche à leur montrer qu'en rejoignant Devoteam, ils rentrent dans un environnement convivial. Et après, en termes de soft skills, le panel est très large. Je vous parlais de l'esprit d'équipe, de réactivité, toutes les tendances comportementales. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se voir à travers le jeu vidéo. Caroline Mignot, c'est les deux, c'est-à-dire qu'on cherche à déceler des compétences évidemment chez le candidat qui postule. On cherche aussi à se mettre en avant et à montrer que notre entreprise, qu'on est innovant, qu'on sait innover. Je pense qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé qui va se développer très très fort sur le process de recrutement, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle de type ChatGPT dont vous avez peut-être entendu parler, GPT-3, GPT-4 qui sortira d'ici 2 ans, ça va être plutôt axé sur la vidéo, mais en général ce qu'on sait là, c'est que c'est déjà massivement utilisé pour justement accompagner le candidat quand on ne peut pas le faire parce que, comme disait Charles, on reçoit énormément potentiellement de candidatures, tout trier à la main c'est compliqué, il faut créer du dialogue, mais est-ce qu'on est suffisamment staffé en interne selon son entreprise pour le faire? Donc je pense que ces IA conversationnelles, et IBM l'a déjà mis en place aux États-Unis, a créé un assistant IA qui s'appelle Mon cher Watson et qui va orienter le candidat selon justement un test de personnalité, ses soft skills, tout ça, il va l'orienter vers tel ou tel job et il va l'accompagner après pour voir avec lui et préqualifier le bon job pour lui. Ça, je pense que c'est des expériences de recrutement qui vont se développer aussi dans le futur. Alors moi, j'ai un petit bémol à mettre à ce que vous venez de dire. Enfin, c'est pas moi qui le mets. En tout cas, c'est l'étude Cadre Emploi, encore une fois, qui le dit. 71% des Français préfèrent passer des entretiens encore en physique. Tout de même, est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce que ce qu'on s'est dit juste avant sur l'intérêt des nouvelles technologies contredit ce que nous dit l'étude? C'est un signe de culture d'entreprise, d'utiliser une solution IA, d'utiliser ChatGPT. Par exemple, nous, chez Lucas, on est 450 collaborateurs. On pense que l'humain, c'est essentiel. Donc, on a investi des ressources suffisantes dans l'équipe RH pour avoir une approche manuelle de chacune des candidatures. Et je pense que ça se sent. Et effectivement, c'est pas la même chose. C'est parfois peut-être plus efficace de passer par l'intelligence artificielle, mais c'est aussi, je pense, perçu par certains candidats comme un signe d'écoute, comme un signe d'empathie, de parfois avoir ce travail, aller à l'ancienne, un peu oldie, de revoir chacune des candidatures manuellement et individuellement. Sur ce paradoxe entre un candidat qui a tout de même envie de rencontrer son employeur en face à face, et puis sur l'intérêt tout de même du gaming ou de la gamification. Pour moi, je pense que ce sont deux choses complémentaires. C'est-à-dire, je vois l'IA comme une aide à la décision, une aide à la présélection, mais ce moment de rencontre, il est fondamental et on n'empêchera jamais, il ne faut surtout pas empêcher le fait que ce soit un recruteur, un manager, un expert qui, au final, prenne la décision. Voilà, mais je pense que ça peut faire gagner du temps et je pense aussi que ça peut être un avantage côté candidat parce que c'est l'occasion de répondre à toutes ces questions de manière continue. On n'est pas obligé... d'appeler à telle heure ou de rencontrer la personne à tel moment. On veut en savoir plus sur l'entreprise. On peut pousser du contenu et avoir énormément d'informations à tout instant. Ça, c'est devenu très important. Par exemple, nous, dans la phase de pré-onboarding, à partir du moment où on a signé son contrat de travail, maintenant, on pousse du contenu en e-learning à nos candidats pour qu'ils découvrent l'entreprise en amont. Et qu'ils arrivent, comme je vous disais, en étant déjà familiers avec l'entreprise qu'ils intègrent. Moi, en vous écoutant tout à l'heure, on a l'impression tout de même que toutes ces applications, surtout ces applications technologiques aussi, permettent de tester davantage la personnalité du candidat. Aujourd'hui, ses compétences comportementales plutôt que ses compétences techniques. Je vais être un peu crue, mais ces compétences techniques, elles n'intéressent plus aujourd'hui les employeurs. Charles de Fréminville, Caroline Mignot, la personnalité dit peut-être plus aujourd'hui d'un candidat sur la manière dont il va s'adapter, évoluer dans une entreprise. Finalement, les compétences techniques, on verra plus tard. Non, pour le coup, je pense que il faut raisonner en termes de et pas en termes de ou. C'est-à-dire que nous, dans notre processus, on a d'abord effectivement un screening avec le candidat, donc au premier échange, et effectivement ensuite, il y aura
une revue avec un test technique. Ça, c'est systématique pour tous les postes, et donc même pour les postes qui pourraient sembler, entre guillemets, avec plus de soft skills. Tu vois, par exemple, nous, les RH ou les office managers, ils ont aussi des tests techniques pour vérifier qu'ils sont bons. Ensuite, il y a une rencontre avec l'équipe, parce qu'effectivement, je parlais du grand oral, mais il y a aussi une rencontre avec l'équipe avec laquelle j'interagis, et puis ensuite le grand oral là. Donc, pour moi, c'est les deux. Et effectivement, l'exigence, elle est renforcée et pas un qui remplace l'autre. Et la technologie permet de tester les deux. C'est vrai qu'il y a des tests aussi, il y a des technologies qui permettent aujourd'hui de mettre le candidat en situation et de tester ses compétences techniques. LinkedIn notamment est en train de mettre ça en place de plus en plus, et ce que vous disiez, ça me rappelait très fort les mots du CEO de LinkedIn qui disait maintenant en fait c'est la primauté des compétences sur l'expérience. Donc les compétences sont hyper importantes. C'est finalement l'expérience qui est devenue un peu caduque parce que aussi les recruteurs cherchent la fameuse courbe d'apprentissage. Et ça en fait, comment savoir qu'un candidat à l'instant T, il va progresser plus vite qu'un autre qui est déjà plus expérimenté. Il n'y a pas longtemps, ils ont vendu aux enchères le formulaire d'application de Steve Jobs. 3 ans avant qu'il monte Apple, qui a rempli à l'arrache un papier. Ils ont vendu ça à 200 000 $. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre que on pourrait manquer le prochain Steve Jobs juste parce qu'on a un formulaire à rallonge. Et en fait, avec ce formulaire d'expérience candidat, en fait, avec ce formulaire qui dit qu'est-ce que j'ai fait avant, avec le CV traditionnel, on ne peut pas déceler un Steve Jobs. On ne peut pas déceler ça. Donc voilà, c'était mon point. Ne laissons pas passer le prochain Steve Jobs. Donc c'est un mélange de deux, comme disait Charles. J'aimerais qu'on termine, il nous reste quelques secondes, sur l'après. Vous avez beaucoup parlé de onboarding. Est-ce qu'une expérience candidat efficiente lors d'un entretien d'embauche garantit une durée de vie de ce candidat plus longue dans l'entreprise? Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire à partir du moment où on a bien onboardé notre candidat, et c'est pour ça que je vous dis maintenant, on est même dans la phase de pré-onboarding. On commence, nous, nos managers sont des experts dans leur domaine. Ils prennent contact avec les candidats dès cette phase de pré-onboarding et ils les projettent sur leur carrière au sein de Devoteam dans la durée. Et ça, et notamment sur leur première mission, qui est un moment capital. Et c'est parce qu'on a réussi à les embarquer dès le début qu'on arrive à les garder. Et que ça se passe bien pour la suite. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui dans Smart Job. Caroline Mignot, Charles de Fréminville et Virginie Chevalière, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Dans Fenêtre sur l'emploi, aujourd'hui, l'artisanat face au défi de la crise énergétique. Premier employeur de France avec 1,3 million d'entreprises et 2,3 millions de salariés. Le secteur est aujourd'hui particulièrement touché par la hausse du coût de l'électricité. Pour certains, ça se concrétise par des factures qui ont été multipliées par 2, 5, voire 10. La Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France tente coûte que coûte de les accompagner dans le contexte actuel. On parle de cet accompagnement et de l'avenir du secteur avec Jean-Yves Bourgois, secrétaire général de la CMA-IMF. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner. Jean-Yves Bourgois, comment les TPE-PME encaissent-elles aujourd'hui le coût de cette hausse des prix de l'électricité? Alors, la situation est compliquée, tout le monde l'a bien compris, surtout pour les artisans en fait, qui sont les plus gros consommateurs d'électricité, ceux qui ont un compteur jaune, comme on dit pour parler un petit peu de technique. Et donc, principalement, on pense d'abord aux boulangers. En fait, les boulangers, ils sont à peu près 35 000 en France. On en a beaucoup parlé, c'est vrai, ces derniers temps. Et pour cause, c'est ce que vous nous dites, les boulangers sont vraiment particulièrement touchés, vous diriez même les plus touchés aujourd'hui par cette hausse des prix. Absolument, parce que la part énergétique est la plus importante chez eux. Alors, il y a d'autres difficultés qui s'accumulent pour un certain nombre de TPE, mais chez les boulangers, cette question d'énergie est vraiment essentielle, surtout pour ceux qui ont négocié leur contrat entre août et décembre, on va dire. C'est-à-dire que ce n'était pas la bonne période pour négocier son contrat. Nous, on est extrêmement attentifs à cela. On sait que ça ne concerne pas toutes les boulangeries, mais celles que ça concerne, même lorsque le boulanger est très bon techniquement, commercialement et même en gestion, et bien même les très bonnes boulangeries qui ont un mauvais contrat d'énergie peuvent sombrer. Et donc, c'est pour nous un motif d'immense attention. Mais voilà, moi, c'est une question que j'aimerais poser. Comment vous expliquez qu'elle n'arrive pas du tout à l'absorber, cette hausse des prix, ne serait-ce qu'un peu? Non, parce qu'en réalité, la part énergétique est tellement importante qu'en fait, même une très bonne boulangerie qui fonctionne très bien, eh bien, n'a pas un niveau de résultat qui permet de compenser l'énorme augmentation d'énergie. Ce dont on parle, ce ne sont pas uniquement des augmentations comme les particuliers connaissent, ce sont des augmentations qui sont parfois x5, x7, x10. Et donc, on peut assez facilement comprendre que lorsque l'énergie, à peu près 10 000 € par mois pour une boulangerie moyenne, eh bien, passe à tout à coup 100 000 € par an, eh bien, par mois, pardon, eh bien évidemment, ça ne peut pas être absorbé par le prix.
bien sûr, on ne peut pas augmenter le prix du pain dans les mêmes proportions, d'autant que toutes les boulangeries ne sont pas concernées. Oui. Donc là encore, c'est un élément qui complique un peu la donne. Quelles sont les conséquences, alors aujourd'hui, Jean-Yves Bourgois, les conséquences actuelles de cette hausse et jusqu'où ça pourrait aller? C'est vrai que je parlais de l'emploi, évidemment, on est dans Smart Job, j'ai envie de vous poser la question. Voilà, est-ce que ces boulangers, en exemple, pour rester sur cet exemple-là, vont être obligés de se séparer de certains de leurs salariés? Alors d'abord, on a des boulangers qui vont cesser leur activité. Ensuite, on a des boulangers qui vont baisser leur coût de fonctionnement, mais on n'est pas à la même échelle. Si vous voulez, compte tenu de l'envolée du prix de l'énergie, un employé ne compense pas le coût d'énergie. Ce qui est assez important pour nous, c'est de faire très attention à peu près aux plus récentes entreprises et à celles qui ont négocié récemment leur coût d'énergie. On les accompagne parce qu'il y a des dispositifs du gouvernement pour aider, ce fameux bouclier tarifaire, pour aider les entreprises tout de suite un peu dans l'urgence. Ouais. Et puis plus durablement, et on l'a initié déjà depuis plusieurs années, eh bien nous faisons des diagnostics énergétiques pour l'ensemble des entreprises artisanales, principalement les boulangers, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'entreprises artisanales qui ont besoin de travailler. Comme elles ont travaillé sur la question numérique, eh bien demain elles travaillent sur la question écologique. Et rien qu'en France, on a déjà réalisé plus de 30 000 diagnostics énergétiques pour les entreprises artisanales. Donc vous les aidez à établir ce diagnostic et vous les accompagnez, c'est ce que vous disiez, en les amenant, en pointant les aides qui sont disponibles, qui sont à leur disponibilité aujourd'hui. Absolument, aide d'urgence de l'État, aide à l'investissement dans plusieurs régions de France, notamment des conseils régionaux, c'est le cas en Ile-de-France, qui soutiennent. Et puis surtout ce diagnostic énergétique. Les chambres de métiers de l'artisanat, partout en France, accompagnent les artisans pour leur permettre d'avoir accès à une démarche de transition écologique qui permette réellement d'aborder plus sereinement l'avenir. Nous, on est convaincus que cette crise énergétique, elle est bien sûr ponctuelle, mais l'enjeu environnemental, lui, il est beaucoup plus durable. Est-ce que tout ce dont on vient de parler là, ça remet en question la pérennité du modèle artisanal? Voilà, crise énergétique aujourd'hui, peut-être demain aussi. Voilà, est-ce qu'il y a une remise en question aujourd'hui du secteur? Alors je ne crois pas. Et nous sommes convaincus de l'inverse. Nous sommes convaincus qu'au contraire, comme elles l'ont toujours fait, les entreprises artisanales vont s'adapter, vont évoluer en prenant compte de l'évolution de l'environnement et puis aussi des volontés du consommateur. Le marché de la boulangerie dont on parlait est un marché hyper dynamique. Vous voyez, si on regarde les entreprises artisanales, notamment de boulangerie, eh bien, c'est 30% qui ont moins de 3 ans. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est très très dynamique parce qu'elles ont su évoluer. Donc elles continueront à évoluer et nous, on est là pour les accompagner et les renforcer sur tous ces aspects. Premier employeur de France, cette crise énergétique, est-ce qu'elle peut impacter l'attractivité du secteur? Elle ne remet pas en question le modèle, ça vous venez de nous le dire. Est-ce qu'elle peut impacter tout de même un peu l'attractivité du secteur, faire peur? C'est une excellente question parce que c'est ça que nous redoutons, d'autant que nous formons les artisans dans nos centres de formation. On forme un peu plus de 120 000 apprentis chaque année en France. Et donc pour nous, c'est une question. Mais on est convaincus que comme le modèle artisanal est économiquement viable et durable, eh bien, il ne faut pas que les jeunes aient peur de nous rejoindre. Bien au contraire, il y a un avenir pour les artisans. Vous disiez que vous accompagnez les artisans, notamment pour leur donner des informations sur les aides gouvernementales aujourd'hui en vigueur. Est-ce que vous en demandez davantage? Il nous reste 30 secondes. Voilà. Alors, on demande au gouvernement, et pour l'instant il le fait, de s'adapter au fur et à mesure que la situation évolue. Dans tous les cas, ce n'est pas de notre ressort. Nous, on fait la médiation, si vous voulez, entre les aides qui existent et puis on veut être certain que le maximum d'artisans puissent en bénéficier. C'est ça notre job. Bon bah voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Jean-Yves Bourgois de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de cette Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Smart Job. Vous retrouvez d'ailleurs plus précisément Arnaud Ardouin dans Smart Job. Moi je vous dis à très vite sur Bismart.